20h sur la télévision Futur Média. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette principale édition. Les titres, c'est tout de suite. Conférence de presse des leaders du Front Manko Wattu Sénégal. La rupture de consensus autour du fichier électoral. Le délai jugé trop long des inscriptions pour l'obtention des nouvelles cartes d'identité biométriques font peur à l'opposition. Malick Gakou et ses camarades qui tirent la sonnette d'alarme affirment avoir écrit au chef de l'État pour lui faire part de leurs inquiétudes. Grève des syndicats affiliés à la 2SAU les 10 et 11 novembre prochains. Un mouvement d'humeur pour dénoncer la non-satisfaction de près de 80% de leurs doléances. Face à la presse, ces responsables mettent en garde contre les coupures d'électricité au niveau des hôpitaux. Le sucre et le riz introuvables sur les marchés. Les consommateurs exigent des informations sur cette pénurie. Du côté des autorités, c'est Oumar Diallo, directeur du service régional du commerce de Dakar, qui apporte les éclairages. Selon lui, la rareté du sucre est due aux importations et pour ce qui est du riz, eh bien, sa pénurie s'explique par la volonté des pouvoirs publics d'encourager la consommation du riz local. Hors de chez nous, Donald Trump, élu 45e président des États-Unis d'Amérique contre toute attente. Le mania de l'immobilier a déjoué tous les pronostics. Une victoire qui suscite de nombreux commentaires, dont ceux de spécialistes et autres ressortissants que nous partagerons avec vous avant la fin de cette édition. Et puis l'invité du 20h, il s'agit de Karina Grant, directrice d'Imagination Africa. Elle est interviewée par Mamadou Ibrakan, une interview que vous pourrez suivre comme d'habitude tout de suite après ce journal. Voilà pour les titres, le développement c'est tout de suite. Bonsoir à tous. Un journal que nous ouvrons donc tout de suite avec ce mouvement d'humeur. Les syndicats affiliés à la 2SAU en grève les 10 et 11 novembre prochains. Selon ces derniers, près de 80% de leur plateforme revendicative n'a pas été satisfaite. En conférence de presse, ils réclament la compensation de leurs doléances et mettent en garde l'État contre les coupures d'électricité au niveau des structures sanitaires. Fatou Kinedem pour le compte-rendu de cette conférence de presse. Des structures sanitaires seraient privées d'eau et d'électricité. Les syndicats de la santé dans l'action unitaire mettent en garde un autre plan d'action pour obliger l'État à matérialiser les accords. Quand vous arrêtez l'électricité, là, le malade qui est sous respirateur, il meurt. Et ça, on ne peut pas prendre une responsabilité comme si c'était quelqu'un qui décidait à couper un tissu et à le coudre. C'est pour vous dire qu'en face, nous avions des gens qui ne nous écoutent pas. Nous voudrons qu'ils nous écoutent et qu'ils nous entendent au moins. Toutes les questions financières, nous ne pouvons pas reculer. C'est des accords. Nous ne sommes pas en train de négocier. Nous demandons la matérialisation de nos accords. Concernant la satisfaction de leur plateforme revendicative, l'on avait annoncé que 80% des points ont été satisfaits. Ces syndicalistes disent le contraire. Aujourd'hui, on ne peut pas sur 24 points avoir des ébauches de solutions pour 2 points et dire qu'on a réglé 80% des problèmes. Si on le dit, c'est invraisemblable. Je voudrais que ce discours-là cesse, que l'État, que le président comprenne que ceux qui le disent, que les problèmes sont réglés, ceux-là ne sont pas en train de lui dire la vérité. La mise en place du Haut Conseil des collectivités territoriales est considérée comme un gaspillage au moment où les questions cruciales ne sont pas réglées. On crée des institutions qui regroupent presque 9 à 10 milliards de francs, alors qu'avec moins d'1 milliard, on aurait réglé le problème du travail de la santé. Mais je dis que, c'est-à-dire que l'État n'a pas accordé la priorité aux travailleurs. Aujourd'hui, la priorité est accordée aux politiques. C'est ce que nous dénonçons, pour dire à l'État d'arrêter, que trop c'est trop. Après la grève de 48 heures décrétée, les 2SAU prévoient une marche au mois de décembre avec une forte mobilisation. Allez, parlons conso à présent. Le sucre en poudre introuvable sur les marchés de Dakar. Le sac de 50 kg vendu à plus de 27 000 francs d'habitude a connu une hausse. Et encore, le trouver relève d'un véritable parcours du combattant. Commerçants et consommateurs demandent aux autorités des explications. Fatih et Mohamed Dien se sont rendus pour nous au marché Ngala au reportage. Elle a quitté Sicap Liberté 3 à la recherche d'une denrée rare. Le sucre introuvable sur le marché actuellement. Le sucre est cher et introuvable.
Je le cherche depuis ce matin, mais rien. Il me faut du sucre en grande quantité. Je dois faire du lard et des beignets pour un baptême. Depuis la fête de la Tabaski, le sucre se fait rare. Ici, au marché Ngalaw de Grand Dakar, trouver du sucre devient un véritable parcours du combattant. Ce commerçant a fait des pieds et des mains pour satisfaire sa clientèle. Le sac de 50 kg, vendu d'habitude à 27 750 francs CFA, a connu une hausse. Mamadou Sow a vidé son stock depuis bientôt 2 mois. En ce moment, on constate qu'il y a pénurie de sucre. Les gens demandent tout le temps pourquoi le sucre est en pénurie. On ne peut rien leur dire. Je ne sais pas pourquoi le sucre est en pénurie. Une fois quand on a des sacs, ça ne prend pas quelques minutes et tout est écoulé. Le sac de 50 kg, on le vend à 27 750 francs. Actuellement, il y a les gens qui l'ont, mais ils le vendent plus cher que ça. Les commerçants ne comprennent toujours pas l'origine de cette pénurie. Ils souhaitent des explications de la part de l'État. L'État doit nous édifier sur la question. Si la CSS n'est pas en mesure de fournir la quantité demandée, nous devons en être édifiés. Nous savons tous qu'un seul fournisseur ne peut pas couvrir tout le marché national. Le sucre s'est fait rare ces derniers jours. Commerçants et consommateurs ne savent plus où donner de la tête. Et puis à côté du sucre, le riz également introuvable sur les marchés de la capitale. Les autorités confirment mais rassurent les consommateurs. Selon Omar Diallo, le directeur du service régional du commerce de Dakar, eh bien pour le sucre, son manque est dû à une tension sur le marché provoquée par des importations. Pour le riz, en revanche, c'est tout simplement la volonté des pouvoirs publics d'encourager la consommation du riz local, et ce en bloquant l'importation du riz parfumé. Omar Diallo était l'invité du journal de 13h. Je vous propose de l'écouter. Ces propos sont recueillis par Adiatala et Modou Diop. Lorsque nous avons fait la régulation sur les importations de sucre, nous avons accordé un certain nombre de quotas aux importateurs qui devaient aller sur le marché international pour approvisionner le marché local. La compagnie sucrière fait partie de ces importateurs-là. Malheureusement, les importateurs, autres que la CSS, n'ont pas pu accéder à ce sucre-là parce que sur le marché international, les cours ont flambé de telle sorte que s'ils avaient amené le sucre-là ici, ils n'auraient pas pu le vendre au prix de 575 francs le kilo. Cette période de Magal de Touba, nous avons mis l'accent sur Touba pour que vraiment, avant, pendant et après le Magal, qu'il n'y ait pas de pénurie. À ce titre-là, nous avons mis 800 tonnes de sucre importé à la disposition des commerçants de Touba. Pour le riz, la situation est diverse parce que le riz fait l'objet d'une régulation à l'importation. Nous avons fait opérer une restriction sur les importations parce que nous avons notre production locale qui est arrivée à maturité. Il y a d'importantes quantités de riz brisé et de riz entier de la vallée qui dorment à Richard Toll et un peu partout dans la vallée. Mais il est inconcevable que l'État, dans le cadre d'une politique d'autosuffisance alimentaire, que nous ne pensions pas à la commercialisation. Ça n'est une chose de beaucoup produire, mais ça n'est une autre chose de commercialiser. Et si derrière les producteurs savent qu'en produisant le maximum, ils peuvent vendre le maximum, mais on va booster la production de riz de la vallée. Aujourd'hui, les stocks qui dorment dans la vallée, ce n'est que par cette régulation-là que nous pouvons assurer la commercialisation du riz de la vallée. Retour à l'actualité politique, je vous l'annonçais en titre, l'opposition très inquiète sur la transparence du processus électoral. Elle soupçonne une tentative de hold-up des élections prochaines à cause de la rupture de consensus dans la commission électorale, mais aussi la durée de la procédure des inscriptions pour la confection des nouvelles cartes d'identité biométriques. Le Front pour la défense de la République était en conférence de presse ce mercredi, conférence de presse au cours de laquelle les leaders ont déclaré avoir adressé une correspondance au chef de l'État Macky Sall pour l'informer de la situation. Compte rendu de ce face-à-face avec la presse, c'est avec Adi Atala. À peine les commissions d'inscription mises en branle, l'opposition rue dans les brancards. Selon elle, c'est le flou total qui entoure tout le processus électoral. Quand on fait la queue pour aller s'inscrire, il faut que la commission vous demande est-ce que vous venez pour confirmer votre inscription. Ce qui semble totalement absurde, il n'y a pas d'audit. Et c'est grave puisque toutes les autres élections, avant toutes les élections générales,
les anciens régimes avaient accepté des audits. Et là, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a aucun audit en perspective. Le Front pour la défense de la République pense que toutes ces insuffisances ne garantissent pas des élections transparentes et ne contribuent pas au renforcement de la démocratie. Ils ont dit qu'il y a 30 000 inscrits le premier mois. Et nous ne savons pas. Et ils ont dit que chaque commission va faire 80 à 100 par jour, inscriptions par jour. Donc pour pouvoir rester dans le temps, il faudra des années pour certaines communes. D'autres problèmes qu'on va soulever après, parce qu'il n'y a pas de date d'élection. On ne sait pas quand est-ce qu'il y aura l'élection. Alors quand on a une révision exceptionnelle, c'est en vue d'une élection. Si on ne connaît pas la date des élections, il sera difficile de faire respecter la loi. Et ce n'est pas possible. Donc il y a vraiment des délais qui sont là. Donc il faut forcément fixer la date, sauf si il décide de reporter les élections. Malgré les imperfections, Omar Sarr et ses camarades comptent installer des poules de veille. Ils appellent les populations également à s'inscrire massivement sur les listes électorales. Manko lance un appel solennel à toutes les Sénégalaises et à tous les Sénégalais pour qu'ils aillent s'inscrire massivement pour défendre leurs droits malgré toutes les entraves. En même temps, Manko demande à tous les responsables des partis politiques et des mouvements citoyens partout dans les localités de mettre en place un pool de veille du processus électoral en mutualisant toutes les ressources humaines et toutes les ressources dont ils disposent. Nous allons veiller à ce qu'il n'y ait pas de triche au niveau de ces élections. L'opposition a, au cours de son face-à-face avec les journalistes, renouvelé sa requête consistant à recuser le ministre de l'Intérieur, Abdoulaye Daouda Diallo, pour la tenue d'un scrutin transparent. Et puis le coordonnateur du Front Manko Wattu Sénégal que vous venez de voir sur ces images a fait l'objet de critiques acerbes de la part du mouvement Macky Mounior. Maïmouna Kane Diallo et ses camarades estiment que Malick Gakou manque de vision et passe tout son temps à faire des critiques dénuées de fondement. Ils poursuivent en disant toujours que le leader du grand parti fait un tapage médiatique au moment où le président de la République abat un travail colossal. Je vous propose d'écouter Maïmouna Kane Diallo, secrétaire coordonnatrice de 2MN. Elle est interrogée par Chertidiane Dione. Pourquoi être en phase avec le président le candidat Malick Gakou? Pourquoi? Parce qu'il nous amène dans la diversion. Peut-être qu'il n'a pas de programme. Il n'a pas de programme parce que nous l'avons vu, nous l'avons suivi. Il était ministre du Commerce. Il n'a pas prouvé dans son ministère. Il est sorti, donc nous on considère qu'il a fui. Quand il y a eu les élections législatives, il n'a pas pris ses responsabilités pour se présenter à la mairie de Guédiawaye. D'autant plus que chaque fois, il clame haut la main pour dire que les habitants de Guédiawaye sont avec lui. Le candidat Malick Gakou est en perte de vitesse. Le président Macky Sall l'a devancé et de loin. Là, il essaie de courir pour le rattraper. Alors que le président Macky Sall est déjà en course vers l'émergence. Et de la politique, nous passons à la santé pour parler cette fois-ci de l'ampleur des mutilations génitales féminines et des mariages précoces à Kolda, un phénomène qui inquiète les adolescents. Ils ont battu le macadam pour sensibiliser les populations locales sur les méfaits de ces pratiques. Ces jeunes ont marché du CEDEPS à la mairie où le représentant du maire a déclaré l'engagement de l'édile de Kolda à les accompagner dans leur lutte. Abdoulaye Diallo. Principales victimes de l'excision et des mariages précoces, des adolescents de Kolda ont battu le macadam à travers les artères de la capitale du Fouladou pour sensibiliser les populations locales sur les méfaits de ces pratiques. C'est de sensibiliser d'abord les jeunes, informer, les conscientiser sur les pratiques néfastes afin que ces derniers jeunes ne vont pas exiger leurs enfants. Et une fois sensibilisé un jeune, il va retourner dans sa famille et il va informer la famille et
enfin aussi informer la population sur les pratiques néfastes, sur les conséquences des mutilations génitales et les grossesses d'enfants. On va également plaider auprès des autorités locales. Je m'adresse à vous, nos mamans et nos papas. De grâce, laissez-nous étudier et arrêtez de nous exciser. Notre place est pour le moment à l'école et non au milieu du lit conjugal. Rappelez-vous également que nous sommes les futurs responsables de cette société. Ils ont marché du CEDEPS de Kolda à la mairie où ces jeunes marcheurs ont été reçus par un représentant du maire. Que c'est une raison fondée, valable, que de sensibiliser les gens à abandonner l'excision. Il n'y a pas de peur, il n'y a pas de honte, il n'y a pas de risque. Ce combat mérite d'être porté. Et c'est heureux que ce soit aussi des jeunes aujourd'hui qui portent ce combat. Parce que ce sont ces jeunes-là qui vont devenir les maires de demain. Pour ce qui concerne le maire de la commune de Kolda, il réitère sa disponibilité et son engagement à accompagner tout processus qui vise à promouvoir la santé des populations dans la commune. Il est nécessaire de multiplier ce type d'activités. Hors de chez nous, Donald Trump à la tête des États-Unis d'Amérique, qui l'eût cru? Le candidat républicain a en tout cas déjoué tous les pronostics. Pour Dr Ousmane Sen du West African Research Center, eh bien, les sondages post-électoraux ont trahi de nombreux citoyens américains. Et pour ce qui est des propos racistes de Donald Trump durant la campagne, Ousmane Sen les assimile tout simplement à du show électoral. Aminata Mbaresso, Léa Niafuna l'ont rencontré. Reportage. La fin d'une élection aux allures d'un coup de théâtre. Donald Trump, un candidat qui aura tenu en haleine tout un peuple, toute une humanité. Sa victoire sur Hillary Clinton, un renversement de la situation pour d'aucuns. Qu'est-ce qu'il promet au fond aux Américains par rapport à ce que Hillary Clinton a promis et par rapport à la perception qu'on a de Hillary Clinton? Hillary Clinton, n'est-ce pas la première dame de Bill Clinton? Hillary Clinton, n'est-ce pas la secrétaire d'État de notre cher ami Barack Hussein Obama? Mais on vote par rapport à quoi? Quelque part par rapport au bilan de Barack Obama. Et les frustrés par rapport, si vous voulez, au magistère de Obama, mais les frustrés à l'intérieur du Parti démocrate, qui sont des jeunes. Tous ces gens-là, devant les promesses de Donald Trump, Make America Great Again, non seulement que l'Amérique redevienne la grande puissance qu'elle était dans le monde, mais que l'Amérique redevienne la grande économie, et qu'il leur ajoute que je veux à nouveau que vous viviez the American Dream, le rêve américain. Mais tous ces ingrédients, au fond, pouvaient faire soupçonner quelque part que, bon, peut-être qu'il avait des chances occultées par les sondages. Pour Dr Ousmane Sen, pourtant, beaucoup de paramètres n'ont pas été pris en compte dans les sondages post-électoraux, des considérations qui ont permis aux candidats républicains de triompher. Il donnait l'image de quelqu'un qui est en train de mener une bataille et de la mener seul. Est-ce que ce n'est pas une image de héros quelque part un peu? Et le mythe du héros dans la culture américaine, vous vous rappelez tous ces films où le plus téméraire va gagner. Regardez tous les films américains, vous comprendrez que donc, quelque part, il s'est fait une carapace de héros et il a dit une fois, il a dit, regardez-moi, je suis tout seul, je n'ai personne. Bon, ces choses-là, c'est important. Donald Trump, le candidat virulent, Donald Trump, le candidat aux assauts violents, des heures après son élection, le nouveau président tempère. Ce qu'il disait, si je viens au pouvoir, je vais quand même voir un peu ces musulmans qui entrent. Il faudrait que je vérifie qu'ils soient de véritables, des amis authentiques des États-Unis. Je crois que ça, c'est quelque chose qu'il disait, mais qu'il ne va pas faire. Et il ajoute, au-delà du fait de dire « je suis le président de tous les Américains », nous allons nous faire énormément, beaucoup d'amis dans le monde entier. Le milliardaire américain a déjoué tous les pronostics en devenant le 45e président des États-Unis. Reste à savoir s'il arrivera à déjouer toutes les critiques et craintes liées à ses discours violents.
Et naturellement, après les résultats de cette élection, les réactions fusent d'un peu partout, ici également au Sénégal. La directrice de l'école bilingue SAPS s'est exprimée. Elle est ressortissante américaine vivant chez nous ici à Dakar. Elle se dit tout simplement surprise de la victoire du républicain. Elle indexe les médias américains qui, selon elle, ont joué un rôle prépondérant à l'élection du magnat de l'immobilier. Je vous propose de l'écouter dans ce reportage signé Aïssatou Paye Diop. La nouvelle est tombée tel un couperet. Donald Trump remporte les élections face aux démocrates. Pour la directrice de SAPS, la victoire du magnat de l'immobilier, une surprise totale. Il est un peu une surprise, oui. Je savais que entre les deux candidats, beaucoup de personnes étaient un peu mitigées parce que il y avait beaucoup de mauvaise publicité autour de Hillary. La surprise aussi est liée à ce qu'on peut dire cette majorité silencieuse aux États-Unis. Pour moi, ça montre que les personnes ils cherchent un changement. Peut-être même avec l'élection d'Obama, ils cherchaient ce changement. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui ont voté pour Obama qui ont voté pour Trump. Parce qu'ils n'ont pas vu assez de choses changer dans leur vie personnelle. Hein. Pour la native de Maryland, les médias américains ont joué un rôle important dans la victoire de Donald Trump. Le média n'a pas joué son rôle comme il fallait dans la couverture de cette campagne. Avec toute cette médiatisation autour de certaines choses qui divisent les peuples, les gens sont malcontents, ils ont accroché sur ça. Hein. Sur la question, l'Amérique est-elle prête à se faire diriger par une femme? La réponse ne se fait pas attendre. L'américaine lambda, hein, je peux dire, je pense qu'elle est prête pour une femme en tant que président. Aussi. Et les élites. Et les gros lobbies aussi. Et les gros lobbies, oui, parce qu'on voit les femmes présidentes dans beaucoup de pays. L'Angleterre, l'Inde, ils ont eu des femmes présidents. Certains pays ont pris le devant en élisant des femmes à la tête de leur pays. Ellen Johnson Sirleaf, Angela Merkel, Dilma Rousseff. L'Amérique serait-elle toujours conservatrice? Et les citoyens sénégalais à présent partagés eux également sur l'accession de Donald Trump au pouvoir. Certains se disent surpris. Ils voyaient la confirmation des sondages en faveur d'Hillary Clinton. Une infime partie de la population, en revanche, pense que le peuple américain s'est tout simplement exprimé. Il voulait du changement. Eh bien, il l'a obtenu. Écoutons leur réaction au micro de Maïmouna Ndiaye. C'est une nouvelle m'a beaucoup surpris. Bon, parce que vraiment... Je pensais que c'est Hillary qui allait gagner. Sur quelle base? Bon, parce que les sondages, je l'avais donné favorite, n'est-ce pas? Et puis moi, je la supportais quand même. Je pense que c'est la majorité, parce qu'on a hier, dans les commentaires des journalistes, j'ai entendu dire qu'il y a une grande majorité de jeunes dans le Floride qui ont voté. Et ça pouvait être un danger pour Hillary. Je pense que cet élément-là, alors à jouer pour qui est en faveur de Trump. C'est déjà une belle victoire pour moi, vu qu'il est engagé en tout ce qu'il fait, de par ses discours, de par son comportement, et de par vis-à-vis de tous ses propos, bien avant même les élections. La population ne peut se baser que par les campagnes, de par tes propos, pour pouvoir avoir confiance en toi déjà. Hillary Clinton était en premier sur les sondages, donc c'est un peu surprenant qu'on se rende compte que c'est Donald Trump qui a gagné. Il y a eu l'affaire des mails aussi. L'affaire des mails, ils ont beaucoup salué les démocratiques. Ils se sont battus parce qu'on a vu que peut-être elle a été un peu traînée, vu qu'elle s'est un peu mise en difficulté elle-même. Même avec le soutien d'Obama, on voit que ça a basculé de l'autre côté. Donc c'est un peu surprenant, mais c'est l'Amérique qui a décidé, quoi. Trump a gagné parce que effectivement les Américains ont voté. Donc c'est risque pour dire que c'est l'état d'esprit des Américains. Il a trop axé sa campagne sur Trump.
Donc en fait, il a fait promotion de Trump, il passe la promotion de son stratégie politique en fait. Donald Trump à la tête des États-Unis, l'unilatéralisme et l'isolement, les risques qui guettent l'Amérique sous l'ère Trump, nous dit Ali Farandiaï, expert en sciences politiques. Sur le plan économique également, le spécialiste en questions américaines voit venir des conflits commerciaux avec la Russie et la Chine, notamment si le républicain maintient toujours sa vision des choses. Nous l'écoutons dans ce reportage signé Maïmouna Ndiaye. Un programme axé sur la déportation des immigrés en situation illégale aux États-Unis, le rejet des initiatives de la COP21. Malgré tout, Donald Trump accède au pouvoir, une politique étrangère très contestée. L'élection de Donald Trump, si elle se matérialise avec la concrétisation des vœux et de son programme, voudrait dire la déportation des 11 millions d'immigrés illégaux aux États-Unis, ce qui est matériellement à mes yeux impossible. Ça voudrait dire aussi arrêter la COP21, les initiatives de Paris avec la COP21 sur le réchauffement climatique et bloquer les initiatives de COP22 puisque Donald Trump a dit qu'il ne croit pas au réchauffement climatique. Sur le plan sécuritaire, l'expert en sciences politiques prédit ceci. L'interdiction des pays musulmans qui soutiennent le terrorisme dans le territoire américain. Et c'est quelque chose aussi qui me paraît extrêmement impossible puisque l'Amérique dépend d'une bonne partie des pays musulmans dans le domaine économique avec le pétrole. Les relations des États-Unis entre les deux pays que sont la Chine et la Russie, des risques de conflits commerciaux si Donald Trump s'en tient à sa politique. Même s'il pense développer des relations bilatérales avec la Russie, il faut comprendre qu'il y a ces relations, en dépit de l'amitié et l'estime qu'il porte avec Poutine, ne seront, je ne pense pas qu'il va perdurer parce que les intérêts américains sont antagonistes avec les intérêts de la Russie économiquement. Enfin, quand Donald Trump dit qu'il va tout simplement déclarer la guerre commerciale à la Chine, je pense que c'est déclarer la guerre commerciale à la personne qui tient la carte grise de votre maison. En Afrique, Trump est très attendu face à la menace terroriste. Les Américains vont désormais respecter leur choix. Quant aux républicains nouvellement élus, il a l'obligation de respecter les trois institutions, nous dit le spécialiste en question américaine. Et puis, bonne transition pour aborder à présent l'actualité internationale, largement dominée par cette élection aux États-Unis d'Amérique remportée par Donald Trump. Nous irons également au Kenya, en République démocratique du Congo et au Tchad, où les fonctionnaires observent une grève générale déjà depuis 2 mois. Le récit est signé Daniel Diouf. Le Tchad, paralysé depuis 2 mois par une grève générale des fonctionnaires. Beaucoup d'écoles ont fermé, l'administration et les hôpitaux tournent au ralenti. Les fonctionnaires réclament des arriérés de paiement des salaires en préalable à toute discussion, selon le président de l'Union des syndicats du Tchad. Affrontement entre étudiants et policiers en République démocratique du Congo, une vingtaine de blessés dans le camp des étudiants. Des heurts qui se sont concentrés sur le site de l'Institut supérieur des techniques appliquées dans le nord de Kinshasa. Les étudiants mécontents de la hausse du taux de change pour le paiement des frais universitaires l'ont vivement fait savoir. Un taux de change relevé à 1122 francs congolais le dollar au lieu de 967 francs. Les frais de scolarité s'élèvent à 300 $. C'est ce mercredi que le Kenya a débuté le rapatriement de ses casques bleus déployés au Soudan du Sud en réponse au limogeage du commandant kenyan de la mission des Nations Unies au Soudan Sud, la MINUS. Il avait été démis de ses fonctions début novembre après une enquête de l'ONU qui accable les casques bleus pour leur inaction lors des violences de juillet à Juba, la capitale. Des violences qui avaient opposé les forces du président sud-soudanais Salva Kiir à celles de l'ex-chef rebelle et alors vice-président du pays, Riek Machar. Le contingent kenyan, l'un des plus importants, compte environ 1000 soldats sur les 13 500 casques bleus déployés dans le pays. Et puis les États-Unis pour finir. Voici une jeune femme qui entre dans l'histoire américaine. Ilhan Omar, c'est son nom, américaine d'origine somalienne. Mardi, elle a été la première femme somalienne et musulmane à être élue à la Chambre des représentants des États-Unis sous les couleurs du Parti des travailleurs démocrates, un mouvement affilié au Parti démocrate.
Elle est élue dans l'État du Minnesota. La jeune femme est âgée de 34 ans, jeune analyste politique. C'est à 8 ans qu'elle a quitté son pays natal à cause de la guerre civile pour migrer vers les États-Unis avec sa famille. Page des sports avec du football. Les Lions du Sénégal ont effectué leur deuxième séance d'entraînement à Polokwane en Afrique du Sud ce mercredi soir. Ils préparent ainsi leur deuxième sortie dans les éliminatoires à la Coupe du Monde 2018 face à l'Afrique du Sud. Pour le défenseur de l'équipe Fallou Diagne, tout se passe bien pour le moment. Nous l'écoutons au micro de la cellule de com de la Fédération sénégalaise de football. Oui, ça se passe bien comme d'habitude. Pour le moment, on est en train de préparer notre match qui est important pour nous. Ouais, mais c'est ça qu'il nous faut. Il faut continuer le travail qu'on a débuté depuis les matchs qui sont passés. Donc là, en ce moment, il faut continuer le travail comme le coach nous demande. En ce moment, on prépare le match. On sait que le match est important pour nous et pour nous et pour le pays aussi, pour la qualification des Coupes du Monde. Et puis face à l'Afrique du Sud, ce samedi, nous allons vers un match âprement disputé. C'est la conviction du défenseur de l'équipe nationale de football, Kalidou Koulibaly, qui espère remporter la victoire pour justement garder intactes les chances de qualification du Sénégal à la Coupe du Monde, la prochaine Coupe du Monde qui se déroulera, je rappelle, en Russie en 2018. Nous le suivons toujours au micro de la cellule de com de la Fédération sénégalaise de football. On a eu un long voyage, on a bien récupéré, puis là notre deuxième séance vient de se finir et ça s'est bien passé. Ouais, on sait que c'est un match très important, venir ici en Afrique du Sud, surtout en ce moment c'est difficile, on sait que ça sera un match très difficile. Maintenant c'est un match de Coupe du Monde, on va tout faire pour le gagner et bien préparer la CAN aussi. Ouais, on essaie de rester dans la dynamique là, d'essayer de gagner tous les matchs. On est venu ici pour gagner, mais on sait que ça va être très très difficile, surtout en Afrique du Sud parce qu'ils ont une équipe avec beaucoup de joueurs, de talent. Donc nous, on ne va pas les prendre à la légère, on va bien travailler sur eux, sur notre football aussi. On va essayer de faire un grand match et essayer de gagner ce match ici. Oui, je pense que c'est très important de venir gagner ici. Vous savez, l'Afrique du Sud, c'est un des grands candidats aussi à la Coupe du Monde dans notre groupe. Donc à nous de montrer qu'on peut venir gagner ici et ça sera un grand pas vers la qualification. Mais on sait qu'après, derrière, il restera encore des matchs. Il faudra être concentré jusqu'à la fin. Et voilà qui met un terme à ce journal que j'ai été ravie de vous présenter ce soir. Prochain rendez-vous de l'information, le tout en images à 0h. L'info qui continue sur votre site www.igfm.sn. Restez bien calés dans vos canapés. La suite, c'est tout de suite dans Permanence avec Chérif qui vient de nous retrouver. Bonsoir Chérif. Bonsoir Sarah Cissé, merci beaucoup pour toutes ces informations. Vous en avez longuement parlé dans votre journal, le droit d'honneur de l'Amérique à l'establishment. On continue d'en parler. Vous restez ou vous partez? Je pars, mais je vous suis depuis la régie. Super. En tout cas, le monde s'est réveillé groggy avec l'élection de Trump et on continue d'en parler dans l'invité du 20h dans un instant avec Maud Brakan qui reçoit Karine McGrant.